Zai Zai Radio. Bien, on va commencer cette table ronde autour des éditions FLBLB. Flebele. Alors nous on dit Flebelub, c'est-à-dire qu'on Flebelub. prononce le B final, mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi dire Front de Libération de la Bretagne, Libération de la Bretagne. Libération de la Bretagne, Libération de la Bretagne. Alors, on va donc commencer. Justement, alors merci de te prêter à ce jeu de la table ronde. Ici, merci à l'association des Utopies Réalistes de nous permettre de découvrir aussi à chaque fois des éditeurs et des éditrices créatives et créatifs qui réinventent aussi notre manière de voir le monde. Et c'est le cas avec les éditions Flebelub, FLBLB. Alors peut-être, pour commencer, d'où vient le nom de cette maison d'édition ? Comment est né ce nom imprononçable ? Ça c'est terrible, c'est quand on a commencé par faire un fanzine qui a 30 ans cette année, parce que le premier numéro est sorti en janvier 1996, quand on était étudiant, et je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui ai fait la couverture, et j'ai choisi ce titre, mais vraiment même sans consulter les autres, c'est un peu bête. Et je pense que ça vient de mes lectures de Franquin, notamment dans Gaston, ou dans les derniers Spirou, la panade à Champignac, il y a Zorglub qui fait tout le temps fleblub, fleblub. C'est un peu pour nous, c'est le bruit que ça fait quand on tire la langue, quoi. Voilà. Ouais, donc quand on ne sait pas prononcer, on fait blablabla. Voilà, c'est ça. C'est ça. Okay. Donc on est parti sur l'idée d'une table ronde un peu participative, dont j'ai préparé plein de trucs, et puis à un moment donné je me suis dit ça serait bien que les autres y bossent aussi, parce que d'abord je suis bénévole, j'ai pas que ça à faire, hein. Bon. Donc j'ai mis des questions, des petits mots dans un chapeau, et donc avant même de commencer on va tirer les mots du chapeau, et chacun va pouvoir soit me tendre le mot et puis je vais poser la question, soit ça va susciter chez vous une envie de poser une question et vous avez le droit de poser cette question. Il faut que je réponde en mimant, c'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est pas le jeu du chapeau. Alors pas en mimant, mais dans le micro, parce que tout est enregistré et on remercie la radio Zai Zai d'Angoulême, donc tout est enregistré, donc vous parlez dans le micro, sinon vous vous tairez à jamais, parce que le son ne partira pas de cet endroit et ne sera pas diffusé dans le monde entier grâce aux ondes de Zai Zai. Donc voilà, on va commencer ce petit jeu, mais l'idée c'est de retracer, alors presque 25 ans, en tout cas 30 ans. Oui, c'est-à-dire que le fanzine a été créé en 1996, mais la maison d'édition, on la date de 2002, c'est-à-dire le moment où on a commencé à faire des livres qui ont été diffusés en librairie un peu partout. Voilà, donc on va faire passer le chapeau. Alors vous mettez pas d'argent dedans, c'est vraiment gratuit. Je sais pas qui veut. Tiens, tu te tires un. Colonie. Alors, premier mot qui est assez complexe, mais c'est pour revenir sur la question notamment d'une partie du catalogue de Flebele, qui est la BD. La BD qui n'est pas que d'humour, on parlera humour ensuite, mais qui est aussi des BD parfois historiques ou qui reviennent sur des faits de société. Et notamment, il y a tout un travail sur la colonie. Dont on peut, sur les colonies revenir. Françaises en particulier, oui. Ouais. Ouah, et là tu me laisses comme ça. D'accord. Eh ben, en fait, oui, entre 2006 et 2012, Grégory et moi, donc, qui sommes les fondateurs de la maison d'édition, on a écrit et dessiné. Donc lui écrit, moi dessiné. Un livre en 5 tomes, enfin 5 tomes d'une série qui s'appelle Petite histoire des colonies françaises, et qui est fait de façon qui a un ton un petit peu sarcastique, un petit peu ironique, enfin un petit peu carrément, parce qu'en fait c'est présenté par le général de Gaulle, et qui nous sort un discours très Troisième République sur la grandeur de la France et de l'Empire français, tout ça. Et mais bien sûr, on pousse le bouchon un petit peu loin pour que tout le jeu du second degré, quoi, de inverser le propos, quoi, si vous voulez. Et donc notre idée, c'était de raconter, de balayer depuis les débuts des tentatives coloniales sous la monarchie. Donc les tentatives en Amérique, c'est-à-dire le Québec, la Louisiane, enfin le Canada, la Louisiane, la Floride, les Antilles, la Guyane, tout ça.
jusqu'à et donc on a fait les quatre premiers tomes sont chronologiques, c'est-à-dire qu'on va jusqu'au temps présent, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la France-Afrique. Bon, le temps présent, on a arrêté en 2012, donc c'était 2010-2011. Donc la France-Afrique, c'est-à-dire depuis les décolonisations, comment la France maintient son emprise sur certains pays, notamment subsahariens, à coup d'État, à coup de Elf, etc. Et de Bolloré. Et on a fait un 5e tome qui s'appelle Les Immigrés, qui là était un peu hors série, c'est-à-dire qu'on revenait sur 2 siècles de 19e et 20e siècle, 2 siècles d'immigration, en commençant, c'est-à-dire que pour nous ça date, on le faisait commencer au moment de la révolution industrielle, au moment où justement la France a eu besoin les industries françaises ont eu besoin de travailleurs, et donc il n'y en avait pas assez en France, donc on est allé en chercher un peu partout, en Italie, en Pologne. On a même lu qu'on avait fait dans le nord de la France, ils avaient carrément fait venir des villages entiers de Pologne, c'est-à-dire le curé compris, quoi. Donc voilà, donc pour nous, pour nous parler de l'immigration, c'était un peu parler de la colonisation, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on est un empire colonial, quand on est un pays occidental qui colonise, on va dans d'autres pays pour exploiter leurs ressources et leur main d'œuvre, et dans l'immigration c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on les fait venir chez nous, ces gens des autres pays, pour travailler, pour exploiter leur puissance de travail. Voilà, et dans le catalogue de Flubelub, il y a donc une partie BD documentaire, et donc c'est de ça aussi dont je voulais parler, c'est que c'est un des morceaux de la maison. Ouais. Oui. Disons que là, c'était du documentaire. Là pour le coup, on a beaucoup lu de livres. Je pense que ça reste un des principaux succès de notre maison d'édition. On l'a réédité plusieurs fois. Là, sur le stand, j'ai carrément un coffret avec les 5 livres. Je pense que forcément c'est arrivé aussi un moment, puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous de connaître cette histoire-là, et on s'est aperçu justement en lisant plein de bouquins là-dessus qu'il n'y avait pas un livre où il n'y avait pas un ouvrage qui balayait toute cette histoire-là, en fait. Donc je pense qu'on a été précurseurs, peut-être que ça existe depuis, mais en fait, au moment où on l'a fait, nous, il n'y avait pas de livre, de livre d'historien qui balayait toute l'histoire coloniale française. Et nous, on a essayé d'en faire quelque chose à la fois didactique, drôle, et puis aussi, bien sûr, sinon engagé, au moins concerné, quoi. Donc chaque volume, chaque tome se termine par une bibliographie et une filmographie où on récapitule un petit peu tout ce qu'on a utilisé, tous les ouvrages et les films qu'on a utilisés pour écrire une petite histoire des colonies françaises, et de façon à ce que les lecteurs, les lectrices puissent aller plus loin aussi s'ils veulent creuser certaines questions. Et donc oui, ça a été un peu alors on avait fait avant Petite histoire du Grand Texas, on n'était pas encore tout à fait aussi au point sur l'histoire, mais bon, c'était pas, on avait balayé l'histoire des États-Unis. Et en fait, c'était un peu, on a fait ça parce que il se trouve qu'à l'époque, on avait une librairie-galerie, on avait exposé un artiste américain qui voulait parler du Texas, et que pour lui, l'État du Texas était un peu l'État étalon de la politique états-unienne, en gros. Et donc on avait dit ok, on va faire le livret de l'expo, et en fait finalement on a fait un bouquin, c'était n'importe quoi, et fort de ça, qui était un petit peu un hasard dans notre parcours, on s'est dit en fait Grégory surtout, lui, il avait envie de parler de la guerre d'Algérie, et puis mais on s'est dit c'est intéressant parce que là on vient de parler de l'impérialisme américain, mais c'est pas mal de balayer devant sa porte aussi, quoi. Donc du coup, qu'est-ce que c'est l'impérialisme français? Donc voilà. Chapeau. Différentes double significations qui... Ah, ici, pardon. Il est dur ton jeu. Le mot, c'est formation. 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 Alors, ça peut être quelle est ta formation, comment tu es venu à la maison oui, édition. Ouais. Est-ce qu'il a fallu parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir comment on se fabrique en tant qu'éditeur. Oui, c'est vrai. Et puis tu es Thomas, mais tu es aussi Autoté. Ouais. Et comment on se fabrique en tant que dessinateur ou c'est vrai. auteur, ouais. illustrateur. Ouais. Enfin, tout. Comment on se fabrique comme Autoté. Oui, voilà.
Aïe, aïe, aïe. Alors, il se trouve que donc Grégory et moi, qui sommes les fondateurs de la maison d'édition, on s'est rencontrés quand on était étudiants et donc on a fait avec d'autres ce fanzine qui s'appelait Flubble, où on a un peu fait nos armes comme ça. Et il se trouve parfois on se retourne un petit peu sur notre parcours avec Grégory, et puis à un moment on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux chacun de notre côté. Alors lui était à Bressuire dans le nord des Deux-Sèvres, et moi j'étais à côté de Melle dans les Deux-Sèvres. Il se trouve que pendant tout notre parcours parallèle, on a tous les deux participé à tout ce qu'on pouvait comme expérience de journaux, de publications collégiennes et étudiantes, soit en participant à des journaux qui existaient déjà, soit en créant nous-mêmes les journaux avec des copains. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a formés. Enfin, moi, que j'ai toujours beaucoup aimé faire. Enfin, j'aimais beaucoup déjà la bande dessinée, mais en plus l'expérience collective de fabriquer quelque chose, d'imprimer, qu'on distribue, qu'on vend autour de nous, c'était quelque chose de très. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et puis après, quand j'étais étudiant, c'était un peu plus difficile. J'ai commencé à faire des petits fanzines tout seul, mais c'était pas très convaincant. Et c'est à partir du moment où on a fait Flubble Hub, on était en collectif. Je pense que l'idée du collectif est quand même vachement importante pour nous. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, la maison d'édition est une coopérative. Ouais, tout ça pour dire qu'en fait, alors moi j'ai commencé par des études de sciences, Grégory aussi d'ailleurs a commencé par des études de sciences, et lui il a bifurqué vers les lettres modernes, et moi j'ai bifurqué vers les beaux-arts, et on s'est rencontrés dans un festival de cinéma où on était tous les deux jurys étudiants, chacun pour on représentait chacun donc moi les beaux-arts, lui la fac de lettres, et on s'est très bien entendu, et moi j'ai créé le fanzine avec des copains des Beaux-Arts, et puis assez vite Grégory s'est joint à nous, et voilà. Et en fait on a fait ce fanzine pendant entre 96 et 2000 et 2001. Au début c'était photocopié, assez vite on a imprimé, puis c'est devenu assez gros, on a invité d'autres gens à faire des BD avec nous, à déconner. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire des petits bouquins. Les premiers bouquins, c'était des flipbooks. C'était celui-là, d'ailleurs, qu'on a réédité. Je sais pas comment dire, on s'est pas pensé tout de suite éditeur, c'est-à-dire on faisait des trucs, on essayait de vivoter un petit peu de l'illustration, de faire des choses pour d'autres. Et puis à partir du moment, on date de 2002. 2002, c'est un peu le moment où ça devient un peu une évidence pour nous, où on a réussi à avoir des emplois aidés parce qu'on était une asso, on commence à faire des livres qui sont diffusés et distribués au niveau national, voire international, puisque ça couvrait aussi la Suisse et la Belgique. Et donc on a commencé vraiment à prendre ça au sérieux. Et donc on s'est plutôt un peu formé sur le tas. On n'a pas. Moi, je me suis formé au graphisme, aux Beaux-Arts. C'est-à-dire que c'est moi qui faisais les mises en page au départ. Mais c'était pas excellent, mais bon. Et on a appris comme ça aussi, quand on faisait la revue, on a aussi appris à travailler avec des gens, avec d'autres auteurs que nous-mêmes, et leur faire des retours. Alors des fois, je pense on a dû être un peu raide. Je pense qu'on s'est fait des ennemis à l'époque, mais on a appris aussi à parler aux autres, quoi, à exprimer un avis sans être trop vexant. Voilà, ça c'est tout un travail quand on est éditeur, et voilà quoi, et tout, voilà. Et je pense qu'à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de formation d'édition en soi. Je pense que ça existait, mais puis surtout comme nous on s'était pas pensé éditeur d'emblée, alors que maintenant on a des stagiaires régulièrement qui viennent de ce cursus Et tu donnes toi-même des formations? Ah oui, c'est vrai, oui. Alors oui, donc oui, troisième casquette. C'est vrai qu'on a donc je suis éditeur, je suis aussi auteur. Alors ça c'est depuis. Je suis un enfant qui n'a jamais cessé de dessiner. C'est vrai quand on est petit, on dessine tous, et puis à un moment on s'arrête ou pas, voilà. Et donc une autre façon de gagner ma vie que j'ai toujours, c'est de faire des ateliers. Donc je donne des ateliers avec des enfants en milieu scolaire, en bibliothèque, en milieu socio-éducatif. Et un truc que j'ai récurrent depuis une douzaine d'années maintenant, c'est que je fais des ateliers bande dessinée à Sciences Po Poitiers. Donc il y a une école Sciences Po Poitiers, je donne des ateliers bande dessinée, donc c'est assez chouette à faire, parce que j'ai des gens qui ont une vingtaine d'années et qui sont déjà
assez balèze en écriture, mais du coup on peut aborder des thèmes un peu politiques justement, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ça vous va ? N'hésitez pas à rebondir hein, parce que... L'idée c'est qu'après ça crée un peu de... Histoire maison. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire de la maison. Mais tu as commencé à la raconter un peu, comment est née la maison. Mais peut-être, comme ça fait presque 25 ans ou 30 ans d'histoire, peut-être revenir aussi sur les grands moments, puisque tu as parlé de la fondation, de quelques titres qui t'ont marqué. Déjà, Petite histoire des colonies françaises, ça a été un sacré boulot, parce que c'était durant 6 ans. Entre le premier et le dernier, il y a 6 années, mais en même temps, c'est une période avec Grégory où on a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a fait ça, on a fait Petite histoire des colonies françaises. On a aussi fait Village toxique, qui était un autre documentaire, mais qu'on avait fait sur une lutte qui a eu lieu dans le nord du Poitou contre un site d'enfouissement de déchets radioactifs, et qui était. Et là, on a bossé. C'était un documentaire aussi, fait un peu aussi de façon sarcastique, mais là, on avait bossé avec les gens. C'était une lutte qui datait de la fin des années 80, et donc on avait travaillé. On a vraiment travaillé sur du matériau vivant, c'est-à-dire avec les gens qui avaient mené la lutte à l'époque. Donc c'était vachement intéressant aussi comme travail. On a fait aussi la conquête de Mars, qui était une BD, semi-BD de science-fiction qui était un peu un décalque de la guerre en Irak. Donc on a fait plusieurs choses comme ça, c'était très très intense à ce moment-là, tout en publiant d'autres gens aussi, parce que peut-être c'est pas très clair, mais en fait on publie pas que nos bouquins à nous, on a publié plein d'autres gens. Et c'est un peu le moment justement aussi où la maison d'édition a commencé à gagner en puissance, notamment grâce à Petite histoire des colonies françaises qui a été un succès. Et du coup, ça nous a donné un peu d'air aussi de pouvoir un peu publier ce qu'on voulait. Voilà, on a commencé à publier Tezuka notamment, qui est un auteur japonais. Dans les petits mots, il y a un petit mot, c'est international, mais on peut en parler. Comment de la petite maison footrack autoproduite, on en vient à une maison édition qui publie à l'international avec des auteurs japonais, espagnols. Comment ça s'est fait ? En fait, nous, on a les premiers auteurs qu'on a publiés, les premiers livres qu'on a publiés, c'était des gens qui avaient participé à la revue Flubelub. Et donc, on travaille beaucoup par connivence, c'est-à-dire que c'est beaucoup des gens qu'on rencontre, notamment en salon comme ça, voilà. Donc, on a comment dire, il y a beaucoup de livres qu'on a fait qui ont été faits un peu, qui n'étaient pas des histoires d'amitié, c'est un peu cucu, mais qui ont été faits par des rencontres, en fait, des gens on se rencontre à Angoulême, on fait la fête ensemble, et puis on dit mais en fait ce serait pas mal qu'on fasse un truc ensemble, tout ça, on pourrait réfléchir, etc. Et on a fait beaucoup de livres comme ça où en tant qu'éditeur on initiait avec l'auteur ou l'autrice le bouquin qui allait se faire, en fait. C'était pas forcément quelqu'un qui nous amenait son manuscrit, ça arrive aussi bien sûr. Et le Japon ? Et le Japon. Ah oui, le Japon. et donc ouais, je voulais dire que oui, donc en fait notre ligne éditoriale se construit un petit peu en arbre généalogique, c'est-à-dire que chaque livre qu'on fait nous donne l'occasion d'en éditer d'autres. Vous voyez, ça fait des ramures comme ça. C'est pas un truc... voilà. Et donc... et c'est vrai que Tezuka, c'est peut-être un peu à part, sauf que c'est un auteur qui nous avait beaucoup marqué avec Grégory. C'est-à-dire qu'il a commencé à être publié en France milieu des années 90. Moi, je me rappelle des premiers Astro Boy qui étaient très moches, publiés par Glénat, qui était très mal traduit, qui était dans le sens français. Et puis, quand on était môme, on avait vu Astro Boy, Astro, le petit robot à la télé. Et moi, je suis tombé notamment sur l'histoire des Trois Adolphes, qui était publié par un petit éditeur qui s'appelait Tonkam. Et que m'a vraiment retourné, quoi. J'étais waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est 4 tomes comme ça, ils font 200-300 pages, ça a vraiment la teneur d'un bon gros roman. Et là tout de suite je me suis mis à lire vraiment tout ce que je pouvais lire de Tezuka, qui est vraiment un auteur très très important. Alors pour resituer un petit peu, Tezuka, c'est le fondateur du manga moderne après la Seconde Guerre mondiale. Il a commencé en 1945. Il avait 17 ans et il a fait un succès quasiment immédiatement. Il a eu un succès parce que
il y avait déjà de la bande dessinée au Japon avant lui, mais c'est juste que lui, il a commencé à introduire toute sa culture cinématographique, notamment comme nous, un peu en France après la Seconde Guerre mondiale, il y a toute la culture américaine qui s'est déversée grâce au plan Marshall, grâce ou à cause, j'en sais rien. Et le Japon était occupé par les États-Unis, donc ils ont aussi beaucoup vu de films américains. Et notamment, il y a ce code des grands yeux qu'on a dans le manga. Et donc ça, c'est un peu Tezuka qui l'a... c'est lui qui l'a imposé. Et il avait notamment pompé ça dans Bambi. Parce qu'il disait, dans Bambi, les personnages ont tous des grands yeux et ça permet de faire passer beaucoup d'émotions. Et donc il a introduit ça, non seulement ce genre de choses, mais aussi des découpages très cinématographiques, ce qui était moins le cas avant. On était plus dans des choses qui étaient plus de l'ordre de l'illustration, je sais pas, c'est un peu comme nous d'ailleurs. Vous voyez les premiers Tintins ou les Zig et Puce des années 20-30, on est comme dans quelque chose d'assez théâtral, c'est-à-dire que la case est comme une scène de théâtre. On a les pieds en bas de la case, la tête au milieu et la bulle au-dessus. Et il n'y a pas encore beaucoup de cadrage. Ça arrive, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale qu'on a... alors je pense qu'il y a aussi l'influence du cinéma, pas seulement américain, mais où on commence à avoir des découpages beaucoup plus savants, beaucoup plus dynamiques. Et donc voilà. Et donc Tezuka a fait beaucoup école au Japon il était surnommé le dieu du manga et il y a eu un deuil national quand il est mort. Donc il est mort à 61 ans parce qu'il s'est cramé. Il a fait énormément de bandes dessinées, mais il a aussi ouvert un studio d'animation. Il a adapté lui-même ses bandes dessinées en série animée. Bon bref. Et donc Tezuka pour moi c'était un auteur inatteignable, quoi. C'était un peu comme si j'avais voulu publier Hergé ou Walt Disney en France, quoi. Et sauf que dans une expo, je tombe sur des planches de Tezuka qui avaient rien à voir avec ce que je voyais d'habitude, où on était dans quelque chose d'assez rond, très dynamique, un peu noir. Et je tombe sur ces bandes dessinées là. Alors ça c'est le deuxième. On en a fait un premier qui s'appelait Debout l'humanité et ça c'était il a fait 2-3 bouquins comme ça, pas plus, qui sont plus de l'ordre pour moi du dessin de presse, dans un dessin très dynamique qui peut faire penser à Volinsky pour la France ou à Harvey Kurtzman. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Harvey Kurtzman aux États-Unis. Harvey Kurtzman c'est le fondateur de Mad Magazine, peut-être vous connaissez. Et donc ils sont dans des styles de dessin très dynamiques comme ça, très dessin de presse. Vous voyez le dessin qui se jette comme ça sur le papier. Et donc c'est une époque où Tezuka, à la fin des années 60, on a un peu marre de faire des choses pour les enfants. Le marché aussi a beaucoup évolué grâce à des gens qui étaient ses émules d'ailleurs, qui sont allés vers des problématiques beaucoup plus sociales, beaucoup plus politiques. Et donc il fait 2 bouquins, Debout l'humanité et La grande panique du dilétta, qui sont des satires en fait. Et je vois ça dans une expo et je me dis waouh, mais j'adore ce dessin, vraiment je voudrais publier ça. Moi j'ai oublié de dire que dans notre culture, dans notre ADN, Grégory et à moi, il y a Harakiri notamment, Harakiri et Charlie Hebdo des années 70, qui étaient vraiment des choses qui nous ont beaucoup marqué en tant qu'ado, en tant que jeune adulte. Et donc ce truc du dessin de presse, vraiment c'est quelque chose qui nous, enfin même moi dans ma façon de dessiner, c'est quelque chose qui est très présent. Et du coup j'avais devant moi quelque chose qui était de Tezuka, mais qui venait vraiment rencontrer nos problématiques à nous, des problématiques sociales, politiques, et en plus un type de dessin, parce que oui, je vous ai pas dit, je l'ai pas amené, mais Petite histoire des colonies françaises, c'est une bande dessinée que j'ai fait avec un dessin très très simple, en bonhomme patate, un peu Shadok par exemple. C'est une très grosse influence pour moi. Donc, voilà, donc c'était une façon de parodier un petit peu, parce que dans les années 80, nous on a grandi avec ce qu'on appelait la BD historique à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez les Passagers du vent, les 7 vies de l'épervier, tout ça, qui étaient des bandes dessinées historiques mais très très réalistes, où le moindre bouton de culotte, la moindre pièce d'artillerie était détaillée avec moult documentation. Et nous, on a voulu faire l'inverse. On a voulu se moquer aussi un petit peu de cette bande dessinée qu'on trouvait qui nous a marqué, bien sûr, mais qui était aussi d'une façon, un peu pompière d'une certaine façon. Et en faisant justement un peu l'inverse, en faisant des bonshommes patates. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis allé sur ce terrain-là. Et en fait, on a été rencontrer la Tezuka Productions à la Japan Expo à Paris. Et on leur a montré ce qu'on faisait, et on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, quel bouquin de Tezuka on voulait faire, et puis en fait ça a marché tout de suite. Et en plus c'était assez accessible en termes d'avance sur droit, c'était vraiment pas cher, quoi. Parce qu'ils nous ont expliqué que Tezuka,
toute sa vie, et donc depuis même sa mort, sa volonté, c'était que son œuvre soit accessible le plus largement possible, quoi. Et donc, pour ça, c'est un des auteurs japonais qui est, en termes de droit, qui est le plus accessible, quoi. Voilà. Pour tous les éditeurs présents dans la salle, il faut le savoir. Ouais. Ça peut être utile. Sachant qu'il y a eu un grand engouement pour Tezuka dans les années 2000-2010, et que maintenant, moins, en fait, il est édité principalement par Delcourt, qui fait ses grosses œuvres vraiment marquantes, comme l'histoire des Trois Adolphes, Ayako, MW, qui sont vraiment des œuvres que vraiment je vous conseille, c'est vraiment extraordinaire. Et puis nous, on fait plutôt des livres plus courts, enfin, ils sont quand même 400-500 pages, mais du coup, comment dire, on est un petit éditeur, on est quand même assez fragile au niveau financier, donc on hésite à aller sur des séries trop longues, parce que c'est vraiment un gros risque. C'est-à-dire que si le premier tome se casse la gueule, après t'es là, tu tires pour faire le deuxième, donc c'est... Voilà. Et l'Espagne, Albert Monté. Alors l'Espagne, alors il y a eu la Corée du Sud avant. ouais. Non, j'y viens parce Passer que... sur la route. Hein. Oui, il y a eu la Corée du Sud parce qu'en fait j'ai été marié à une Coréenne qui faisait aussi de la bande dessinée. Et donc j'ai voyagé en Corée du Sud, et puis là forcément voilà, je suis tombé sur des bandes dessinées que j'avais envie de faire, quoi. Et notamment Le Visiteur du Sud, qui est pareil dans un dessin très très simple comme ça, qui est, l'auteur est même pas auteur de bande, enfin si, il est auteur de bande dessinée, mais il travaille pour la Kepco qui est l'équivalent d'EDF en Corée du Sud, et dans le cadre d'un partenariat avec la Corée du Nord, il est allé travailler 2 ans en Corée du Nord, et donc il a raconté son histoire dans ce livre que j'ai pas ramené ici, c'est dommage. Et donc on a publié 6 livres de Ho Young-jin, donc cet auteur coréen que j'ai traduit donc en partie avec ma compagne, avec d'autres Coréens. Et puis bon, on s'est séparés, et puis après je suis sorti avec une Espagnole. En fait, la maison édition, c'est la traversée de tes couples, c'est ça. Mais après, je m'intéressais à la BD espagnole depuis assez longtemps, notamment El Jueves, qui était un peu l'équivalent de Charlie Hebdo, qui est toujours un peu l'équivalent de Charlie Hebdo en Espagne. Et là, du coup, pareil, visiter les librairies en Espagne, ça m'a donné des idées. Et on a publié notamment Albert Montais, qui a été rédacteur en chef de El Jueves justement jusqu'en 2014, où il y a une couverture sur la passation de pouvoir entre les deux rois, entre Juan Carlos et Felipe, qui a été censurée. Voilà. Et donc à ce moment-là, il est parti avec d'autres dessinateurs. Ils sont partis de El Jueves. Voilà. Et donc il a entamé une autre carrière. Donc qui commence avec ce livre-là, le show d'Albert Montais. Voilà. Chapeau. Monsieur le Président ou Monsieur le Maire, ou ex-maire, futur maire. Humour. Mais bon, comme je suis anarchiste, moi je vais poser la question qui me plaît à moi. Ouais. Hein. Je voudrais ton point de vue en tant que maison d'édition indépendante sur le salon de la BD d'Angoulême et ce qui s'est passé, et quel est toi ton point de vue, et surtout la dérive qui a pu y avoir. Complètement orienté. Alors, du coup, faut que je le fasse en faisant des blagues. Non. Mon avis sur Angoulême. Alors, on va commencer par Angoulême, et après on parlera humour avec un S entre parenthèses. Ouais. Le festival d'Angoulême, alors moi j'ai toujours une relation, enfin en particulier depuis que je suis éditeur et qu'on fait le festival d'Angoulême, c'est-à-dire depuis 1997. Toujours une relation un petit peu ambiguë avec Angoulême. Il y a même une année en 2006, enfin on l'avait fait trois années de suite. Il y avait eu déjà un mouvement en 2006, notamment dans notre milieu des éditeurs alternatifs. C'était une année où le festival avait brusquement augmenté les tarifs d'entrée dans les bulles. Et du coup, on s'était désolidarisé du festival, et on avait fait notre propre micro-festival à l'extérieur des bulles, en mouvement de protestation. Et donc, ouais, j'ai toujours eu un rapport un petit peu ambigu, c'est-à-dire que c'est le gros festival au niveau européen en termes de bande dessinée, donc c'est vachement intéressant parce qu'on retrouve plein de choses. Il y a énormément de fanzines, il y a plein d'éditeurs étrangers, il y a un marché international, donc pour moi en particulier c'est vachement intéressant. Il y a tous nos copains qui viennent de toute l'Europe, qu'on peut retrouver, on peut faire la fête avec eux, tout ça. Il y a aussi toute la production, de tout ce qui se fait, à un moment T, il y a tout ça qui se trouve dans un endroit en France, et en plus pas très loin de chez moi parce que j'habite Poitiers, donc c'est vraiment super. J'y allais quand j'étais ado, j'y suis beaucoup allé, etc. Et après, en tant qu'éditeur, c'est quand même
Ça reste un moment vachement intéressant, vachement intense. En plus, c'est un moment aussi où on se retrouve en tant qu'équipe. C'est un peu le climax de notre année éditoriale, quoi, où on montre enfin tout ce qu'on a fait dans l'année à un public qui est très éclectique. Donc ça, c'est super chouette. Il y a aussi toute la presse qui est là, tout ça. Donc tout ça, c'est très très bien. Et après, c'est un festival qui, pour nous, est vraiment un investissement. Enfin, on a très longtemps, pendant 4-5 ans, on a eu un grand stand de 6 mètres, mais ça nous coûtait très cher, ça nous coûtait 4 500 € par an. Et donc, c'était très dur d'être rentable parce qu'en plus, il fallait payer le logement, il fallait payer la bouffe, il fallait payer les trajets des auteurs et des autrices qu'on faisait venir. Donc, quasiment à chaque fois, c'était un déficit ou une opération blanche, quoi. À part les années où on a fait une expo, et là, pour le coup, comme il y a une expo, on peut espérer avoir un peu plus de public. Et puis, en tant qu'éditeur alternatif, on a toujours été pas très très bien traité par le festival aussi. Il y a un truc où il y a notamment Franck Bondou, là, le type qui a été qui était le directeur donc, de 9e Art Plus, a toujours eu un côté assez méprisant, même avec le milieu. Et donc on se sentait pas très reconnu. Mais ce qui s'est passé là, c'est peut-être pour vous résumer un petit peu. Donc la société 9e Art Plus, c'est la société qui organisait le festival. Et donc en gros, le principe, c'était que l'association qui a créé le festival, l'association du festival, faisait appel à une société, le 9e Art Plus, pour pouvoir gérer le festival. Voilà. Et donc une société avec des salariés, etc., dirigée par ce monsieur. Et donc il y a un côté un petit peu pratique, je pense. Pour eux, il y avait un côté un peu pratique, c'est-à-dire qu'ils déléguaient, voilà. Sauf que on s'est aperçu, ça fait un petit moment qu'il y avait des trucs qui circulaient dans le festival, quoi, qu'il y avait un peu des trucs qui étaient pas super nets, parce que Franck Bondou avait cette société 9e Art Plus, mais il en avait une autre qui s'appelle peut-être encore Partnership Consulting. Donc Partnership Consulting surfacturait des choses à 9e Art Plus, ouais. Voilà, il y avait des petits trucs pas super. Et puis ça a vraiment clashé en 2004 ou 2005, je sais plus. Attendez, je me perds un peu. Oui, il n'y a pas eu de festival cette année parce qu'en 2005, il y a eu 2025, mais il y a eu un viol en 2024, c'est ça. Il y a une attachée de presse du festival qui a été violée en plus sous drogue apparemment. Enfin, j'ai pas le détail, mais bon, il y a eu, elle a subi un viol pendant le festival d'Angoulême. Sous drogue, je pense que c'était par un de ses collègues, je sais plus trop. Enfin bon, en tout cas, elle s'en est plaint à sa direction et je sais pas exactement comment, mais elle s'est retrouvée virée un peu du jour au lendemain pour avoir dénoncé ce qui lui était arrivé. Donc là, en 2025, gros tollé parmi nous. Enfin vraiment, on l'a appris vraiment en 2000. Il y a eu un article en novembre 2024 dans l'Humanité par Lucie Servin, qui est une journaliste vachement intéressante qui parle, qui est spécialisée en bande dessinée, qui est vraiment très très chouette et qui a fait un article justement sur les dérives du Festival d'Angoulême, notamment les dérives financières. Et dans cet article, il y avait un encart sur cette affaire en particulier du viol. Et là, vraiment, ça a été le tollé, quoi. Et donc, dans le premier semestre 2025, il y avait 9e Art Plus arrivait en fin de sa concession. C'est-à-dire que c'était le moment où l'association du festival pouvait dénoncer le contrat qu'elle avait avec 9e Art Plus, qui était un peu reconduit tacitement en fait, depuis, qui avait été reconduit au moins une fois tacitement. Et donc on a fait pression, notamment les syndicats d'auteurs, mais nous, notre syndicat, on a un syndicat qui s'appelle le SEA, le syndicat des éditeurs alternatifs, qui a fait pression aussi. Pour que l'association dénonce le contrat. Les gros éditeurs s'y sont mis, le SNE s'y mis un petit peu à la traîne, mais parce qu'ils voyaient que ça commençait à merder, ils s'y sont mis aussi. Le SNE, Syndicat National de l'Édition. Voilà, SNE. Et l'association, la présidente de l'association a tergiversé, elle voulait pas. Hein. Et finalement, ça s'est fait. Et finalement, donc il y a eu un appel. Donc il n'y a pas eu de festival. En tout cas, pas de festival géré par 9e Art Plus en 2026. Il y a eu des initiatives associatives à Angoulême et puis dans d'autres villes de France, les fêtes interconnectées de la bande dessinée. Mais le 9e Art Plus n'a pas pu organiser en 2026 et le contrat a été dénoncé. Donc, et là, il y a une nouvelle structure qui a été choisie par le festival. Voilà.
Et moi je trouve ça très bien tout ce qui s'est passé. Moi, c'est ce qui est super en plus, c'est que c'est une dynamique collective, notamment qui venait des groupes d'auteurs et d'autrices qui ont plus les éditeurs, et donc il y a ça c'est toujours vachement chouette, hein, une lutte qui réussit quoi. Donc on espère que ça va bien se passer pour la suite, hein. C'est quand même on n'a pas envie que le festival disparaisse, mais en tout cas on a envie qu'il se passe dans des bonnes conditions, mais voilà quoi. Voilà. Ça te va? Le petit mot, c'était humour. Oui. Humour. Donc il y a différentes formes d'humour que vous que tu et que vous égrenez en fonction des livres. Mais moi je voulais venir aussi sur la question de l'histoire. C'est que vous avez 25 ans derrière vous. L'humour a beaucoup changé. On a vu, alors il y a eu les attentats Charlie Hebdo, etc., qui ont quand même été très marquants en France. Il y a eu d'autres attentats en 2005, il y a eu le Danemark, il y a eu voilà. Et la question de l'humour, est-ce que vous, dans la maison édition, de là où vous êtes, vous avez vu une évolution de cet humour, et sinon, passons à autre chose. Et si oui, quel genre d'évolution? Est-ce qu'on peut rire de tout? C'est toujours la grande question. Est-ce que c'est plus difficile de rire aujourd'hui? Oh la vache. C'est pas facile comme question. Alors c'est vrai que nous on a grandi notre base un peu, c'est vrai que c'était Harakiri, et je sais pas si on pourrait refaire Harakiri aujourd'hui, ou enfin en tout cas pas de la même façon. Après on n'est pas non plus BA, c'est-à-dire qu'on est très conscient aussi que Harakiri avait ses limites, qu'il y avait des choses aussi très sexistes dans Harakiri. Même si d'une certaine façon aussi ils ont beaucoup dénoncé à travers leurs fausses pubs l'utilisation du corps féminin dans la publicité, mais bon il y a voilà, bref, c'était aussi une époque, voilà, toutes les époques ont leur... Et oui, déjà ça montre, je pense, que l'humour ce que je trouve intéressant en tout cas dans les nouvelles formes d'humour, notamment dans le stand-up, mais aussi tout ce qui se passe sur Radio Nova, c'est qu'on peut arriver à faire de l'humour parfois assez trash, assez violent, assez politique, mais je sens que les humoristes aussi se posent les bonnes questions, c'est-à-dire je sais pas, justement qu'il y a eu toute une génération d'humoristes qui je sais pas, notamment le sexisme, c'est une vraie question. Mais il y a eu de l'humour antiraciste assez tôt, mais l'humour antisexiste, c'est pas. Et du coup, il y a aussi plein de gens qui tentent des choses dans ce sens-là, et je trouve ça vachement bien. Je pense que même nous en revenant sur nos 25 ans de livres, je pense qu'on a fait aussi des erreurs. Il y a des choses qu'on a corrigées aussi dans certains livres. Est-ce qu'il y a une attention? C'est ce truc de pas rire aux dépens. Tu vois, ou rire aux dépens à la limite des milliardaires qui nous oppriment, ouais. Ça, mais pas c'est facile ça. Ouais, mais c'est peut-être aussi facile de rire sur les opprimés, tu vois. Enfin, c'était toujours pareil, quoi. Mais est-ce qu'il y a une attention particulière qui a été développée à la maison sur certaines thématiques, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui sont venues, ou pour l'instant vous laissez faire? Je sais qu'il y a des moments où on se pose des questions sur certains bouquins, sur certains... mais en fait, comme je l'ai dit, comme on travaille souvent les bouquins dès le départ, qu'on fait, les auteurs nous font plusieurs versions, qu'on fait des lectures, qu'on fait des retours. Donc c'est des choses dont on débat quand on fait le livre. Donc maintenant, c'est assez rare qu'on publie un livre et puis qu'on se dise après coup « Ah merde !» Tu vois il y a un bouquin, je sais qu'on a sorti notre catalogue assez vite parce qu'on s'était bien pris la tête avec l'auteur. C'était un livre de dessin d'humour, c'était un petit bouquin. Et il y avait un dessin vraiment qu'on trouvait vraiment pas supportable. On lui avait dit mais non, mais ça va pas, tu peux pas faire ça, quoi. Et donc il avait essayé de le corriger. On lui a dit ouais bon ok ça passe. Il voulait absolument le mettre. Puis en fait à l'arrivée c'était encore pire. Enfin on s'est dit non, c'est pas possible. Donc au bout d'un an on lui a dit écoute reprends tes droits, on veut plus ce truc là. Et mais non, disons que je sais pas comment dire, c'est pas un truc dont on discute régulièrement entre nous. On se dit bon, il faut qu'on fasse, on est une charte, tu vois, machin. C'est plus au cas par cas, des trucs qui nous arrivent, un auteur qui nous propose des pages et puis on se dit ça marche pas trop son truc, c'est un peu ambigu, il faudrait vraiment que son propos soit clair, etc. Voilà. Mais on n'a pas. Et en tout cas, par contre, pour reparler de l'humour, c'est
c'est une préoccupation qu'on a de toute façon, quasiment dans tout ce qu'on fait. On a envie de parler de choses de société, de choses politiques, mais on a envie de le faire avec humour. Ouais. Après, ça n'empêche pas qu'on fasse des bouquins pas drôles des fois. Mais... Bah, le pas drôle, des fois, c'est bien aussi. Mais l'humour, en tout cas, marque vraiment votre maison, ne serait-ce que dans le nom. Et il y a un format qui identifie beaucoup votre maison, dont on n'a pas parlé encore, c'est le roman photo. Là, t'as ramené Pauline avec nous. Pauline est là. Elle est là, Pauline. Comment parce que vous êtes un peu la seule maison, enfin il y a peu de maisons qui en font, il y en a quelques-unes hein, mais bon ça marque. Le flipbook aussi, voilà, c'est les 3 piliers finalement, c'est le flipbook, le roman photo, la BD. Voilà, comment c'est venu à vous et puis comment on travaille le roman photo, c'est quand même une forme assez particulière. Vous utilisez la photo et le dessin, là où par exemple Fab Caro, donc citation Zai évidemment Fab Caro lui redessine des images, enfin il reprend à son compte aussi tout un chemin. Là vous utilisez la photo et même des fois on te voit mis en scène. Voilà. Donc cette histoire du roman photo à travers cette maison. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, si, je sais un peu pourquoi. En fait, on a, comme je vous l'ai dit, on faisait un fanzine qui est devenu une revue un petit peu épaisse comme ça. Et pour le numéro 14, c'est moi qui avais lancé cette idée. J'avais dit, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un spécial roman photo. Donc on demande aux auteurs, aux autrices qui participaient habituellement de nous faire des romans photos. Alors je pense que ça vient notamment de notre goût pour Harakiri, et notamment les romans photos de GB. GB, il avait publié un bouquin aux éditions du Square. Harakiri, c'était 17 romans photos, qui est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Parce que pour le coup, il n'était pas du tout. En fait, le problème du roman photo, c'est qu'il a ce truc qui lui colle à la peau d'histoire à l'eau de rose. Que le roman photo est associé à la romance. Alors, parce que le gros de la production en roman photo a été très longtemps ça. Ça reste encore d'ailleurs, parce que je crois que nous deux tirent encore 100 000, 200 000 exemplaires. Et alors que GB, pour le coup, là, dans ce bouquin-là, ne faisait. Alors, absolument pas de romance et ne faisait pas non plus de parodie de romance. Voilà. Et du coup, il était dans une forme. Voilà, j'utilise le roman photo, j'utilise la photo pour raconter des choses, mais des choses, voilà, c'était à la fois absurde, fantastique. Enfin, il y a des choses très très politiques. Enfin, tout ça. Et ça nous a beaucoup marqué. Un autre qui nous a beaucoup marqué aussi, c'est Jean Telet, qui avait publié au début des années 80 Bloody Mary, adapté d'un roman de Jean Vautrin, qui était une forme hybride entre roman photo et bande dessinée, puisqu'en fait il prenait des acteurs en photo et il faisait plusieurs photocopies pour avoir des choses très contrastées comme ça. Ça peut faire penser aussi pas mal à l'esthétique punk. Et donc à un moment, Telet a fait un autre livre qu'il avait prépublié dans Zéro et dans À Suivre, qui s'appelait Gens de France et gens d'ailleurs, où là on était carrément dans du roman photo documentaire, des petits sujets en roman photo comme ça. Et ces deux auteurs-là nous ont beaucoup marqué. C'est aussi pour ça qu'on les a édités nous-mêmes après. Et il se trouve aussi qu'on a fait du flipbook. Donc les flipbooks, c'est des petits carnets comme ça qui font dessin animé. Et ce qui est drôle, c'est que pareil, en regardant un peu le parcours, ce qui est étonnant, c'est que finalement, ces deux formes, donc on est un des principaux éditeurs, en tout cas de flipbook en France. Et ce qui est drôle, c'est que ces deux formes qui sont à cheval entre le cinéma et la bande dessinée. Et je vous ai dit, Grégory et moi, on s'était rencontrés dans un festival de cinéma, parce qu'en fait, dans les 4 fondateurs de la maison d'édition, on est tous très cinéphiles. Et on a même un des fondateurs qui est maintenant monteur dans le cinéma. Et on est presque... On est autant marqué par la bande dessinée que par le cinéma. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a développé dans notre maison d'édition 2 formes qui sont à cheval. C'est-à-dire que le roman photo, c'est un tournage. Enfin, ça se fait comme un tournage de cinéma, sauf qu'à la fin, ça a la forme d'un livre. Et le flipbook, c'est comme un petit court-métrage, mais sous forme d'un livre, quoi. Et le roman photo, tu disais comment on le travaille ? Excusez-moi, je bois. Oui, donc je disais le roman photo, comment on le travaille et pourquoi le garder comme cette forme. Parce que je sais pas combien de titres vous avez en roman photo, mais c'est quand même un pilier fort de la maison. Ouais, on a une vingtaine de titres. Ouais. Alors Grégory avait rédigé un manifeste qui s'appelle Debout le roman photo, où justement il exposait un peu nos volontés par rapport au roman photo. Nous, on est vraiment pas dans le truc de romance ni de parodie de romance. Alors il y a un autre éditeur qui a beaucoup fait ça, pour le coup, c'est Le Seuil. Qui a publié donc Guacamole Vaudou, qui est un roman photo
de Fab Caro. Ils en ont publié plusieurs comme ça. Alors le principe de Guacamole Vaudou, c'est que Fab Caro a fait un scénario qui est une parodie d'Histoire à l'eau de rose, et pour le tournage ils ont embauché un acteur connu, donc Éric Judor de Rick et Ramsey, et ils en ont fait plusieurs comme ça à chaque fois en prenant un auteur connu et une star pour faire ça. Et alors moi c'est des romans photos que je trouve assez moches et assez difficiles à lire parce que vraiment je les trouve trop moches, mais bon c'est pas grave. Et surtout on est vraiment en désaccord complet avec cette façon de faire, c'est-à-dire que on reste dans cette tradition du roman photo à l'eau de rose, même si c'est sa parodie, c'est-à-dire que c'est comme si le roman photo ne pouvait pas se détacher de ce genre-là. Voilà, donc nous ça nous agace un peu, même si pourquoi pas, mais voilà. Et donc nous on a essayé de développer autre chose. Alors Pauline à Paris par exemple, c'est un documentaire. Il se trouve que c'est un auteur qui a... Lui, il est prof de comptabilité, en fait. Et là, par contre, il a une grand-mère qui était géniale. J'y étais parce qu'elle est décédée. Là, sur la couverture, elle a 107 ans, cette grand-mère. Donc, elle a vécu très longtemps. Et il l'a enregistré. Il l'a enregistré sur des cassettes pendant très longtemps. Et, il voulait garder ce qu'elle racontait, tout ça. Et à un moment, il s'est dit, mais quelle forme je pourrais donner à ça? Alors, il avait commencé à faire des essais sur son blog, un peu comme des podcasts. Et puis, à un moment, paf, dans une librairie, il tombe sur un de nos romans photos. Il dit, mais oui, c'est ça. Et du coup, voilà. Et donc, il est venu nous rencontrer à Angoulême. Il avait fait quelques essais. D'ailleurs, il a publié il a auto-publié un bouquin avant où c'est des petites histoires de sa grand-mère. Mais c'était formellement, enfin, au niveau de la forme, c'était pas encore ça. Mais voilà. Et donc, on a fait ce premier livre. On en a fait un autre qui s'appelle Gaston en Normandie après, avec lui. Et il y a un autre genre, si vous voulez, qu'on a beaucoup développé, enfin, à Flubble Up, c'est la science-fiction. Alors, c'est science-fiction ou anticipation, disons. Alors ça, c'est surtout le fait de Grégory qui a fait notamment Ça va pas durer longtemps, mais ça va faire très mal. Qui est un espèce de roman photo post-apocalyptique, donc entièrement tourné à Poitiers avec des acteurs amateurs. Et avant ça, il avait fait, c'était un peu les prémices. Il avait fait un truc qui s'appelait Savoir pour qui voter est important. C'était pendant la campagne présidentielle de 2007. Et où il avait un blog aussi. Il n'y avait pas encore tous ces trucs d'Instagram, machin. Donc il avait un blog où il publiait chaque jour une page pendant les 100 jours avant les élections. Et à chaque fois, il photographiait un copain à lui et après, il faisait les textes. C'est-à-dire, il n'arrivait pas avec un scénario préétabli. Il le photographiait, il le faisait discuter et puis il discutait avec lui, il le prenait en photo, puis après, il faisait les textes. Et à chaque fois, on se retrouvait à jouer. Moi, j'ai joué Dominique de Villepin et François Hollande à Mon corps défendant. Sur le physique, ouais, c'est quelque chose. Et voilà. Et donc, et à la fin, on a conçu le bouquin comme une rétrospective sur. C'est une émission qui revient sur la campagne électorale. Donc, on a refait des photos. On a fait une émission avec Christine O'Krent et comment il s'appelle, Alain Duhamel. Et qui présente la campagne électorale. Donc on revient sur la campagne électorale voilà. Et donc c'est des gags en une page comme ça, mais qui sont organisés à l'intérieur et à la fin du livre, on sait qui va être le nouveau président de 2007. Voilà. Et donc ce livre-là, on va sans doute le rééditer l'an prochain en 2027 en le mettant à jour mais il suffit peut-être juste de changer les noms des gens. On va faire un petit tour de chapeau. Et pour revenir sur les romans photos, en fait, on les traite un peu comme nos bandes dessinées, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille avec des auteurs, et finalement, le roman photo, c'est juste de la bande dessinée, mais à la place des dessins, il y a des photos, quoi. Donc c'est le même langage, et en fait, on travaille avec les auteurs, les autrices, c'est vraiment comme on travaille les autres livres. Alors vous allez prendre un petit papier et lire le mot qui est dessus. Alors ça peut vous inspirer une question ou alors vous me laissez poser la question. Ouais. On a commencé à aborder quand même beaucoup de sujets. Hein. Oui. Encore anniversaire. Oui. C'était au cas où. On va le mélanger un peu. Voilà. Poitiers, c'est une très belle ville, je vous la conseille. Il se trouve que oui, on a fait nos études à Poitiers, on s'est rencontrés là-bas, donc la maison d'édition a été fondée là-bas. Enfin, en fait, on a fait nos études. Moi, je suis parti à Nantes pendant 2 ans, et puis après, je suis revenu après mes études. Une fois qu'on a eu tous fini nos études, en fait, on se retrouvait un peu comme des cons.
on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on fait, on continue, ce serait chouette de rester ensemble, tout ça. Donc on avait déjà l'association et on a été demandé à la mairie de Poitiers s'ils n'avaient pas un local à nous prêter, à nous louer. Et il se trouve que oui, ils avaient. Donc on a eu un petit appartement dans lequel Grégory, Rémi et moi, on a continué à faire le fanzine Flubble Up tout en essayant de bosser. On a bossé pour des trucs, des programmes, comment ça s'appelait, Adibou, vous connaissez ça, des trucs éducatifs, des logiciels éducatifs. Où on faisait les illustrations, on a fait des trucs comme ça, des travaux un peu alimentaires. Et tout en continuant à développer notre activité éditoriale et voilà, et donc de fait la maison d'édition a été fondée à Poitiers et en fait finalement maintenant je suis le dernier à rester à Poitiers parce que tous mes collègues sont partis en Limousin, sont partis habiter en Limousin. Je pense que je prends pas assez de douches, j'ai un truc comme ça. Ou peut-être que je suis un peu chiant. Et donc maintenant on a changé, on a eu plusieurs, on a eu ce petit atelier dans un appartement. Après on a eu une maison carrément, la ville de Poitiers nous a loué une maison, une petite ferme et qu'on a retapé et dedans on a fait une librairie-galerie qui a duré pendant... Alors on a commencé la librairie-galerie là, comme elle était un peu excentrée, on n'avait pas beaucoup de monde, donc assez vite on s'est rapatrié en centre-ville, on a loué un local pour faire la librairie-galerie, ça a duré pendant une dizaine d'années, ça s'appelait le Feu Rouge. Donc on avait ces 3 activités en parallèle, quoi, édition, librairie-galerie, donc c'est un peu ce que je trouve assez chouette, c'est que les Poitevins se rappellent de nous quand même, autant de la librairie que de la maison d'édition presque, donc c'est assez chouette. Et le siège social maintenant est chez moi, parce que mon bureau c'est chez moi, donc voilà, on est resté à Poitiers. Parce qu'à un moment on en avait la tentation, on s'est dit bon bah puisque vous êtes plus nombreux à être en Limousin, autant le délocaliser en Limousin. Sauf que ce qui se passe en Limousin, notamment en Creuse, c'est que la DRAC par exemple accorde des aides à certaines associations, mais la préfecture derrière dit non, pas eux, ils font des choses politiques, ça nous plaît pas, tu vois. Alors c'est arrivé déjà à Poitiers, mais c'est un truc c'est une dynamique qui est assez, je sais pas quel préfet ils ont en Limousin, mais ça pue un peu, ouais. Donc mes collègues m'ont dit peut-être c'est pas la bonne idée. Donc on est resté à Poitiers. Voilà. Et sinon moi c'est une ville que j'adore j'adore. J'aime bien voyager, hein, mais je m'y sens bien à Poitiers. Disons que ce que j'ai bien aimé à Poitiers, c'est que déjà c'est une ville étudiante, donc c'est en proportion, je crois que c'est une des villes les plus étudiantes. C'est-à-dire la population étudiante représente, je crois, 1/5 de la population globale, donc c'est une ville qui est assez jeune pour ça. Et il y a le secteur associatif aussi très développé. Donc moi vraiment, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à adhérer à des assos, j'ai fait partie d'un cinéma associatif, j'ai commencé la radio aussi. Donc il y a un truc où c'est assez simple de faire des choses. Je sais pas, par le milieu associatif, c'est assez. Moi, j'ai connu quasiment tous mes copains comme ça, donc. Voilà. Puis le Futuroscope. Ouais. Enfin, ça, Et à Poitiers, tu continues ton œuvre d'artiste. Là, tu as ramené ce livre, The Mops. Tu peux en parler un peu. The Mops, c'est le dernier livre que j'ai fait en tant qu'illustrateur. Donc, c'est avec un copain qui s'appelle Daniel Selig, dont on avait publié le premier livre, d'ailleurs, en tant qu'auteur complet. Mais Daniel, maintenant, il se consacre beaucoup plus à la musique. Il a, 5 projets à Toulouse. Et donc pendant plusieurs années on a travaillé en parallèle d'autres trucs pendant 7 ans je crois. On se revoyait puis on continuait à travailler sur cette histoire qui raconte l'histoire d'un groupe de rock à Toulouse, The Mops, qui est un groupe fictif, mais ce qui est intéressant c'est que, enfin pour moi en tout cas, c'est que on s'est basé beaucoup sur on se racontait des anecdotes quoi avec Daniel sur alors lui sur les galères qu'il retrouvait dans les tournées, et puis moi un peu sur les dynamiques de groupe, justement dans les assos dont j'ai fait partie, ou même à Flubble Up, où parfois c'est pas toujours facile de faire de la création collective. Il y a des personnalités qui sont différentes, il y a des personnalités des fois qui sont plus ambitieuses ou plus auto-centrées, d'autres qui le sont moins. Donc tout ça, on avait envie de parler de tout ça en fait, de la création collective. Et du coup c'est devenu ce livre-là, The Mops. Ouais. Donc il y avait 4 personnages que je crois qu'on est à peu près parvenu à faire en sorte que chaque personnalité du groupe qu'on n'ait pas un personnage qui ressorte vraiment, et donc c'est un peu la création du groupe et puis ses galères, voilà. Donc, et c'était un plaisir de dessiner ça, voilà. Et je fais aussi beaucoup de flipbook, et vous pourrez voir sur ma table aussi, dans mon temps libre, je fais aussi de l'édition parce que je fais aussi des fanzines.
je fais partie de la fanzinothèque de Poitiers. J'étais président jusqu'à il y a encore 3-4 mois. Et c'est une préoccupation que j'ai, quoi. Donc en fait, dans mon temps libre, je fais à peu près la même chose que quand je bosse. Donc je suis au bord du burn-out. Bah moi justement je suis en vacances et donc du coup j'anime une table ronde puisque je travaille dans le livre aussi donc bref la passion, la raison, tout ça. On arrive pas loin du terme de la table ronde. Il y avait une question dans le chapeau qui était celle de l'IA, l'intelligence artificielle. J'ai mis dans un moteur d'IA 25 ans, édition humour. Et donc ils m'ont sorti des blagues. Et donc je me dis, c'est peut-être une source d'inspiration et de travail pour toi. Donc j'en sors les 3. À Florida, j'ai 3 meilleures blagues sorties par ChatGPT. C'est joyeux quart de siècle. Tu es à mi-chemin entre la carte étudiante et la carte de fidélité chez Ikea. Bon, une blague à mon avis un peu financée. Il paraît que bon déjà ça fait un gros succès. Hein. Il paraît que 25 ans c'est l'âge de raison. Alors soit la raison a changé, soit tu es l'exception qui confirme la règle. On dirait les cartes là qu'on ou les blagues carambars. Et alors la dernière, oui c'est selon les meilleurs. Oui. 25 ans c'est un chiffre qui te fait glisser vers la case adulte avec des playlists de lycéens et une passion pour les brunchs. Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal ça. Oui. Donc est-ce que l'humour c'est pas un peu le dernier refuge de l'humanité en création, parce qu'on voit bien qu'il y a encore quelques difficultés à faire rire. Et pas mal. Et en fait, la question, c'est est-ce que, comment tu abordes l'arrivée de l'IA dans tous les métiers, dans la création. Comme toute la technologie qui pénètre dans ma vie sans que je le veuille, quoi, comme les téléphones portables, les réseaux sociaux. Enfin, je pense qu'on finalement, on est tous victimes de ça. Je sais pas. Et l'IA en plus, mais bon, on pousse les grands cris parce que l'IA, ça consomme énormément d'eau, de ressources, de data centers qui sont qui sont horribles, quoi. Mais en fait, la dynamique était déjà en place avec tout ce qui est avec les drives, avec les réseaux sociaux, etc. Mais bon, voilà, donc on arrive à un point où c'est. Alors moi, je me refuse toujours à. Là, on a fait une formation réseaux sociaux avec Grégory. Déjà, ça nous a bien. On s'est senti un peu obligé parce qu'on a quand même des difficultés là depuis. Vous savez peut-être que là, c'est un peu en librairie, c'est pas la joie en ce moment. Donc, par ricochet pour les éditeurs, c'est pas trop la joie non plus. Par ricochet pour les éditeurs alternatifs, c'est un peu difficile là depuis 3-4 ans. Et donc on a fait une formation réseaux sociaux parce qu'on avait envie comme la librairie ça fonctionne plus très bien pour nous en ce moment, on s'est dit faut qu'on arrive à augmenter nos ventes sur internet, donc ce serait pas mal voilà. Et on a fait une formation avec une jeune femme de 30 ans qui nous a un peu bousculé, on était un peu les vieux qui non, on veut pas faire ça, non, tu nous obligeras pas à aller sur TikTok. Et on l'a quand même fait, elle nous a un peu obligé, elle nous a proposé de bosser un peu avec l'IA, mais vraiment c'est un truc. Là, il y a Grégory qui me dit mais là, on a une traduction du coréen à faire, tu pourrais le faire avec l'IA, tout ça. Je dis non, j'ai pas envie, vraiment, j'ai pas envie d'utiliser ça. Et je sens que d'ici 5 ans, on va tous être là. Mais t'as vu, l'IA, super et tout. Mais j'essaie de résister le plus que je peux. Donc je m'y intéresse pas. Si je vois passer de temps en temps des créations en IA qui sont genre des clips vidéo de musiciens que j'aime bien. Je me dis putain, ils ont fait un truc. C'est improbable, quoi, parce qu'il y a un truc de hasard aussi, un truc un peu random qui est intéressant, mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Je trouve en plus, il y a plein de sociétés d'auteurs qui, notamment les traducteurs, parce que la traduction, c'est la grande victime de l'IA, parce que c'est peut-être les premiers logiciels sous IA qui ont été les plus performants, c'était les logiciels de traduction. Et moi, j'ai un copain, le directeur de la fanzinothèque de Poitiers, qui est américain, et lui, son métier, avant ça, c'était traducteur. Et il dit, là, en fait, si je voulais rebosser en tant que traducteur, ce serait très dur, quoi. Parce que, alors, la traduction, bien sûr, tout ce qui est littéraire, je pense que ça va être difficile. Et encore, j'ai vu des résultats assez fous, mais tout ce qui est littéraire, je pense qu'on aura encore besoin d'humains pour le faire, mais tout ce qui est le gros de la traduction, c'est pas ça. C'est les livres de cuisine, les modes d'emploi. Il y a plein de choses de la traduction qui ne sont pas de la littérature et qui, l'IA le fait, mais presque mieux, quoi. Donc, c'est vrai que par exemple dans les éditions,
Bon, il y a des Il grands cris. y a les traducteurs à un moment, il y a la collection Harlequin, on revient à la romance. La collection Harlequin, l'éditeur à un moment a dit nous on va faire nos traductions par l'IA. Et donc le tollé chez les traducteurs. Hein. Ce qu'on fait souvent, c'est que, pour les maisons éditions qui passent par des traducteurs IA, c'est qu'ils font corriger par des traducteurs, oui. parce que le tarif de la correction est moins élevé que le tarif de la traduction, mais on voit quand même la différence. Ouais, Et c'est vrai que s'il y a des traducteurs littéraires qui montent au créneau, le gros de l'édition, c'est aussi les éditions du droit, etc. Donc Lefebvre, Dalloz et compagnie, toutes ces maisons d'édition, en fait, ont déjà mis en place des robots qui travaillent assez bien. Sachant que, par exemple, moi, pour avoir travaillé sur des traductions du coréen et du japonais, je ne parle pas coréen-japonais, mais je travaille à chaque fois avec quelqu'un. Alors, pour le coréen, j'avais travaillé avec des amis de ma compagne qui étaient pas traducteurs, donc du coup, elle me donnait le sens du texte, et puis moi, j'en faisais des dialogues bien écrits en français, quoi, littéraires, en essayant que ça soit dynamique, que ça soit intéressant. Et là, pour le japonais, pas celui-là, mais il y a un bouquin que j'ai fait comme ça avec quelqu'un qui vit au Japon, qui est français, qui vit au Japon, mais qui n'est pas traducteur de métier non plus. Et donc lui, il me fait une traduction la plus fidèle possible. Et puis après, moi, j'en fais vraiment des dialogues. Et en fait, quand on est traducteur, finalement, c'est presque ça le plus gros travail, en fait. Parce que la compréhension du texte, c'est pas... c'est faisable, mais le côté littéraire, vraiment bien écrire des dialogues de bande dessinée et tout ça, même si c'est que du dialogue de bande dessinée, c'est pas du roman, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Est-ce que vous avez des questions autres que mon chapeau et ces petits papiers ? Est-ce que vous avez des remarques ou des réflexions aussi à partager ? C'est l'occasion. Ça va ? Et donc là, en 2022, on a fait une année roman photo. Donc à cette occasion-là, on a publié plusieurs romans photos. On a publié un manifeste sur le roman photo. Plus récemment, en 2025, on a fait une expo roman photo pendant le festival d'Angoulême, qui va sans doute être amené à tourner sur 2026-2027 via les microfolies. Ouais. Et là, cette année, sur 2026, on a fait une fête du flip, donc pour célébrer un peu nos 20, pour le coup 25 ans de Flipbook, puisque celui-là est sorti qu'est-ce que je raconte ? Oui, en 2001. En fait, à l'époque, c'était 2 Flipbooks séparés. Et, c'était nos premiers bouquins. Voilà. Et donc, ça passe par... On a fait beaucoup d'ateliers. On a fait quelques petites expos, on a édité un catalogue complet de nos flipbooks, etc. Donc avant de te retrouver sur ta table et de découvrir toute la richesse de cette maison d'édition, fais le belub, peut-être un dernier mot sur ce livre dont on n'a pas encore parlé, de Maria Roztoka, Le petit doigt sous la guillotine, qui est sous format de Polaroid dessiné quelque part. Ça fait un peu Polaroid. Comment ça va ? Ah oui, le côté carré. Ah oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas pensé à ça. Bah alors. Ah, ça va bien parce qu'en plus c'est une... Non, c'est bien vu Polaroid, parce que Maria Roztoka, c'est une Polonaise. C'est une autrice polonaise qui se trouve qu'elle a vécu en France avec ses parents pendant 2-3 ans, je crois, quand elle était toute jeune. Alors c'est ce qu'elle raconte dans ce livre-là. On avait publié un autre livre d'elle avant qui s'appelait La fin de juillet, qui était une évocation comme ça, c'est un pré-ado qui était en vacances chez sa grand-mère en banlieue de Varsovie, un peu pas très drôle, mais une espèce d'humour diffus, un petit peu une ambiance de fin d'été. Et là, elle raconte, là c'est vraiment autobiographique, c'est-à-dire qu'elle raconte ses années de présence en France quand elle avait une dizaine d'années. Et il se trouve que elle arrivait en 88, donc, et en 89, c'était... Ah, vous n'avez pas révisé. 89, c'était le bicentenaire de la Révolution française, d'où le titre, le petit doigt sous la guillotine, parce que du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et à la fin de l'année, il y a eu la chute du mur de Berlin, effectivement. Donc du coup, pour une jeune Polonaise en France, c'était quelque chose. Et donc il y a tout ce truc-là elle arrive en France, et donc elle vient d'un pays communiste assez dur, en plus la Pologne, et puis donc elle découvre les supermarchés, les poupées Barbie, enfin voilà, tout ça, tout le contraste, donc c'est assez drôle. Ça fait penser par certains aspects à ce qu'a fait Marjane Satrapi avec Persepolis d'ailleurs, puisqu'il y a un peu le même aspect de la jeune iranienne qui arrive en Europe. Et il y a un humour quasiment présent tout le temps. En plus, ce truc d'être vu à hauteur d'enfant, quoi, je trouve ça assez chouette. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pas une traduction parce que Maria écrit directement en français. Bah oui, j'ai cherché le nom de la traductrice ou du traducteur, je ne l'ai pas trouvé. Bon, on a dû corriger 2-3 trucs de syntaxe, mais vraiment, elle a un français parfait. Hein. Elle viendra, j'espère qu'elle pourra venir en fin d'année
Donc elle devrait venir pour un festival à côté de Toulouse, le festival de Colomiers, mais on aimerait la faire. Elle a été aussi invitée par un festival à Cognac, de festival de littérature étrangère. Voilà, parce que qui est consacré à la Pologne cette année. Voilà. Alors juste peut-être pour terminer, le travail de l'éditeur, quand on travaille sur un texte, on voit bien des fois les allers-retours entre l'auteur ou l'autrice et la maison d'édition sur des formules, des personnages, etc. Quel est le travail de l'éditeur avec un dessinateur, une dessinatrice, avec des auteurs de BD, comment ça marche ? Alors, il y a d'une part leur donner des coups de pied au cul pour qu'ils avancent. Il y a ils avancent justement. Les avances, oui, voilà, c'est ça. Il y a tout un, il y a un côté contractuel. On fait un contrat avec l'auteur, l'autrice. Le contrat donne lieu à une avance. Donc nous, on fait des avances qui sont pas très élevées. Hein. Ça couvre pas le travail, c'est sûr, mais bon, c'est tout ce qu'on peut faire. Après, voilà, une avance, c'est seulement une avance sur les droits d'auteur qui sont générés par les ventes de livres. Donc, dans le meilleur des cas, le livre se vend au-delà de cette avance, et donc on peut payer plus les auteurs et les autrices. Et après, c'est aussi surtout une relation de confiance, une relation très proche. Comme je l'ai dit, c'est souvent des gens qu'on rencontre, qu'on aime bien. Il y en a certains qui deviennent vraiment des gens très proches. Après, le revers de la proximité, parfois, c'est que il faut quand même garder une certaine distance. C'est-à-dire qu'il faut quand même c'est pas qu'on a un ascendant, mais que les auteurs, les autrices nous fassent confiance en notre regard d'éditeur et aient envie, justement, que leur bouquin fasse partie du catalogue, parce qu'ils se retrouvent dans nos valeurs, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on dit dans nos livres, en fait. On dit je pense que tous les éditeurs diront la même chose. Un même livre, livre, mais édité par 3 maisons d'édition différentes, ça donnera 3 livres différents. Parce que l'éditeur, c'est pas qu'on appose notre marque, mais déjà graphiquement, oui, chaque éditeur a un peu une ligne graphique, mais en plus, c'est qu'en termes de fond, nous, on va peut-être faire tendre l'auteur ou l'autrice vers certaines préoccupations qu'on a, et un autre éditeur ira peut-être dans un autre sens. Voilà. Ça, c'est sûr. Et donc le travail avec l'auteur, c'est beaucoup d'allers-retours. Alors, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de bouquins qu'on a initiés avec l'auteur, l'autrice, mais il y a aussi bien sûr des manuscrits qu'on reçoit. Moi, je reçois, je crois, j'ai calculé, genre 200 manuscrits par an, alors qu'on fait 10 bouquins par an, et en plus c'est assez rare qu'on publie les choses qu'on reçoit, à part mariage justement. Et même quand on reçoit un manuscrit, on va forcément le retravailler. Mais bon, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très évident en édition de bande dessinée. On a tendance à penser que les auteurs envoient leur bouquin et puis hop, c'est publié comme ça, alors que c'est très rarement le cas. Alors qu'en littérature, pour le coup, c'est vraiment un passage obligé de passer par un comité de lecture, par un lecteur, une lectrice, et qu'il y ait de la correction de texte, qu'il y ait des allers-retours. Ça, c'est un truc... voilà. Donc on fonctionne, nous, beaucoup comme ça. Voilà. Alors... Très bien, merci en tout cas d'avoir consacré ce temps pour expliquer un peu la maison Flubelub. Merci à la de votre radio attention, merci de vos questions. Donc bientôt ça sera en ligne et dans le monde entier. Et puis continuez de profiter du Festival des Utopies réalistes, parce qu'il y a encore plein de choses à voir, des lectures, d'ailleurs des lectures en cours, des tables rondes, des crêpes, voilà, beaucoup de choses. Merci. Merci.